Alors aujourd'hui, on va parler en français sur des thèmes qui concernent l'actualité au Proche-Orient, mais qui supposent déjà un débat théorique avant de passer aux données concrètes, ce qui se joue actuellement au niveau de la reconfiguration du Proche-Orient, et notamment par rapport à ce qui se passe au Liban. Quel modèle suivre? On parle d'état de droit, on parle d'état d'accommodement raisonnable, qu'on a appelé en arabe muhassasa, etc. Donc, je vais aborder aujourd'hui deux thèmes. Un thème qui est théorique et un thème qui concerne l'impasse de la formation d'un gouvernement au Liban et les origines de ça, d'où ça vient. Pour ce qui est du premier thème, je vais parler de deux modèles d'état de droit, puisque c'est à la mode maintenant de parler d'état de droit longtemps que ça, et que les gens sont divisés. Ils s'attendaient, comme dans le bon vieux temps, qu'il y ait avec la désignation d'un nouveau président ou l'élection d'un nouveau président et la désignation d'un nouveau premier ministre qui est supposé former un gouvernement, on a pu comprendre qu'il y a une intention de faire autre chose que ce qui prévalait avant dans le Liban, qui a fait la crise du Liban pendant des années. Et ça, c'est pas un thème spécifiquement libanais, parce que le Libanais ne descend pas le Liban ne descend pas du ciel tout seul. Il est lié, de par son élite, à des conceptions et à des débats qui se passent essentiellement en Occident. Malheureusement, au Liban et au Proche-Orient en général, on est dans une position je dirais, réceptive. Et on est sensible à ce qui se passe ailleurs, notamment le choix qui se présente depuis des années, au moins depuis les années 70, entre deux formes d'État moderne, d'État politique. Et les deux formes sont affiliées à ce qu'on appelle une théorie libérale de l'État. Une théorie libérale de l'État et qui oscille entre deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle français, qui est un État-nation, État de droit, qui descend directement de ce qu'on appelle les acquis de la Révolution française de 1789, dans la tradition jacobine, et qui suppose ce modèle-là, essentiellement, une homogénéité de la population. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie ça en sciences politiques, on suppose que le modèle français, qui on ne va pas rentrer dans sa périodisation, mais depuis qu'il s'est stabilisé, après la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, et avant de se transformer en empire, ça supposait une homogénéité de la population qui permettait de coller l'État à la nation, de dire qu'il y a
correspondance entre les deux. Et que finalement, il y a une conception et de la justice de cet État et la conception du bien de cet État. C'est-à-dire, là on va rejoindre l'autre modèle avec ce nouveau jargon qui va émerger en Amérique dans les années 70. Lorsque je dis qu'il y avait une adéquation entre la société et l'État, au sens où la France à l'époque, où le modèle français n'avait pas un problème de multiculturalisme. Disons que la formule napoléonienne a fait en sorte qu'on a unifié la France, on a forcé la société à se ranger. Il reste des résidus de particularités, les Bretons qui n'étaient pas contents, les Occitans, etc. Mais il y a eu, disons, une constitution d'une nouvelle France tout au long du XIXe siècle où c'est donné comme modèle en sciences politiques d'une homogénéité de la population. Ce qui n'est pas le cas du tout du modèle anglo-saxon. D'abord, déjà en France, on peut parler de modèle jacobin dont il est question. C'est pour ça que le jacobinisme de Robespierre a donné naissance à de la terreur, c'est-à-dire à se débarrasser des Girondins d'abord et puis de ses copains de jacobins après. Et il est passé par le même processus lui-même, il a été tué après avoir liquidé tous ceux qui ont participé à la révolution avec lui. Le modèle anglo-saxon est différent. Le modèle anglo-saxon, d'abord, il y a une tradition anglo-saxonne qu'on retrouve plus ou moins chez les Girondins en France et qui a tendance à ne pas centraliser trop l'État, à parler beaucoup plus de ce qu'on appelle décentralisation. On est loin là de la formule fédéraliste, ça viendra après, mais essentiellement, c'est-à-dire un État trop centralisé, ça peut risquer d'étouffer. Ça peut donner l'impression à des minorités qui ont été forcées de se ranger de ce modèle d'être lésées. Et c'est justement là où intervient le débat nord-américain sur le multiculturalisme, sur l'état de droit selon une nouvelle formule, et qui essaye de renouer avec la tradition de Tocqueville, disons, qui lui, même originaire de France, mais qui a fait son enquête sur l'Amérique, ça a donné son fameux livre sur de la démocratie en Amérique, et il a pu constater que s'il y a une démarcation entre la société nord-américaine et la société ou les sociétés européennes de l'époque, au XIXe siècle, c'est sur un point essentiel, c'est que c'est l'État américain, comme le Canada d'ailleurs, est je dirais pas un ramassis parce que c'est méprisant comme concept, mais une agglomération de plusieurs cultures. Donc c'est une société de facto de départ multiculturelle. Comme l'a exprimé d'une façon limpide dans le temps le feu ami Georges Horm, où il a fait sa thèse sur la société libanaise, il parlait de multiconfessionnalisme.
C'est comme si le multiconfessionnalisme était le correspondant libanais du multiculturalisme. Ça suppose déjà qu'il n'y a pas moyen d'unifier un Liban multiconfessionnel, puisque selon le modèle anglo-saxon, chacun tient à sa particularité. Là, on rentre directement dans le débat que les États-Unis a connu depuis les années 70, 71 plus exactement, c'est-à-dire depuis la publication du livre de John Rawls, philosophe américain qui enseignait à Harvard. Il est décédé il y a 3 ou 4 ans déjà, et qui a marqué toute une génération et qui a fait une démarcation parce que c'était une tentative de renouveler l'état de droit dans l'esprit du libéralisme. C'est un libéral, même s'il est considéré comme social-démocrate, mais il a donné naissance à 2 courants après, à partir de son écrit principal qui s'intitule Théorie de la justice. Il a donné naissance à une tendance de droite, je dirais, qui va virer vers le néolibéralisme avec un minimum d'État, privatisation, etc. Chose qu'on a connue au Liban, parce que à un moment donné, il y avait des gouvernements au Liban qui prêchaient la même idéologie. Notamment, je me rappelle du gouvernement Sanyura, même du gouvernement Hoss qui était en train de faire, je l'ai appelé à l'époque, du haririsme sans le hariri, avec ministre comme finance, notre ami, le feu Georges Corm, à l'époque, qui, dans ses écrits, prêchait un État à la française et une critique de l'État libéral, mais dans le gouvernement en tant que ministre, il faisait une politique néolibérale. Bon, donc, pour revenir au débat lancé par John Rawls, il a donné naissance, disons, à 2 courants. Un courant qu'on a pu appeler libertarien, qui insiste trop sur le concept central de liberté, beaucoup plus que sur l'égalité entre les citoyens, et qui prêche un certain minimum d'État, du genre, pour citer des noms, Nozick par exemple, c'en est un. Et il y avait un autre courant qui plutôt insistait sur le côté social-démocrate chez John Rawls, c'est-à-dire de rétablir dans leurs droits ceux qui se considèrent lésés ou marginalisés dans la formule de l'État libéral. Parce que l'État libéral, en Occident, et ça on oublie de le dire, n'est pas en bonne santé comme on le présente là. Il a ses problèmes et on n'est pas là pour rentrer dans les détails de ça, il y a beaucoup d'écrits sur ça. Et là on est en plein de sciences politiques, mais le volet philosophie politique, si vous voulez. C'est pas relations internationales, parce que c'est beau de faire des relations internationales, dans le sens où il y a certains qui ont compris ou réduit les relations sociales aux zones de conflit. C'est beau de savoir des conflits à travers le monde, avec beaucoup d'informations et beaucoup d'érudition pour dire à telle date il y a eu tel conflit, etc. Mais ça n'explique pas le pourquoi de ces conflits. Ça prend d'aller au fond des choses et de voir au niveau de la société qu'est-ce qui se passe. Comment
celui qui tient le pouvoir, il a lu, si je l'appelle moi le vainqueur, comment il a lu le vaincu, qu'on appelle maintenant citoyen. Aussi en termes de Occident, si les États-Unis veulent reconfigurer le monde arabe, puisque c'est la puissance numéro 1 au niveau mondial, la question qui se pose est quelle est la lecture des États-Unis, de ces sociétés arabes qu'elle veut reconfigurer, c'est-à-dire quel est son orientalisme. Et là, on n'est pas dans les relations internationales seulement, on est dans quelque chose de plus sérieux, de savoir comment le Parti démocrate aux États-Unis pense le Proche-Orient, comment maintenant avec l'élection de Trump ou réélection de Trump, il envisage de reconfigurer un Proche-Orient. Et avec Netanyahou, là, ça c'est le bouquet. Donc, pour revenir à John Rawls, il a été contesté dans sa tentative de réhabiliter la pensée libérale en proposant un État qui insiste sur la justice, d'assurer la justice entre ses citoyens, surtout les déshérités, les marginalisés, etc. On opposait à ça une autre option qu'on a appelée les communautariens. Les communautariens sont représentés essentiellement, malgré le fait que l'auteur ou le philosophe en question nie avoir appartenu à ça ou cautionné, qui s'appelle Michael Sandel. Et Michael Sandel, qui a fait la critique la plus sérieuse à John Rawls, en lui opposant, disant, à son concept central qui est l'individualisation, il lui oppose la communauté. Une façon de dire que l'individu dont il est question, c'est John Rawls, est un individu déraciné, désengagé, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de mémoire. C'est un genre d'individu qui n'existe que dans les bouquins, là. C'est un individu juridique. C'est pas concret. Ça, on le comprend très bien au Liban, lorsque tu dis je suis individu. C'est beau, mais tout de suite, on te demande qui est ton père, quelle est ta religion, à quelle communauté tu appartiens. Sinon, tu n'existes pas, au moins aux yeux de ceux qui gouvernent. Et la preuve, actuellement, on est rentré dans un bazar. Qui est qui et qui a droit à tel portefeuille au ministère, etc. C'est pas une juxtaposition d'individus qui sont là. C'est l'individuation dont parlait Salam. On peut lui opposer que c'est dans les bouquins, c'est beau. Mais ce qui existe réellement, et il est confronté à ça, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier une société communautaire, mais c'est un constat de savoir que ceux qui veulent nous proposer un état de droit, de savoir de quoi on parle. Donc, pour revenir à Sandel, il oppose, disons, à ce modèle d'état de droit fondé sur le sujet individu-citoyen, que dans la vraie vie, ce qui existe, ce sont plutôt des communautés dont il faut tenir compte. Ça a donné naissance à un autre débat aussi, qui s'est prolongé entre les États-Unis et le Canada, sur le droit des communautés culturelles dans cet état de droit. Est-ce qu'il y a droit? Si on se contente seulement de la charte des droits de l'homme comme cheval de bataille du libéralisme,
il y a à côté de ça le droit des communautés. Tu dis à un juif que tu es un citoyen, tu oublies ton appartenance en rentrant en contrat social à la Rousseau dans l'état de droit. Lui, il insiste, il est juif. L'autre insiste qu'il est musulman. Le troisième insiste qu'il est d'origine hispanique ou irlandaise, etc. Ça, on parle de l'Occident, là. On ne parle pas d'un quartier de Beyrouth ou d'un quartier à Tripoli, là. La société américaine, c'est pas comme on nous la présente, comme quoi état de droit et voilà, ce sont des citoyens et des individus. C'est beau, trop beau pour être vrai. Ce qui existe, c'est ça. Et dans le débat que ça a pris la forme d'un débat sur les droits des communautés, c'est-à-dire un type comme Charles Taylor ou même comme Kymlicka au Canada ont proposé de doubler la charte des droits de la personne et des individus par une charte des communautés. Et là, ce débat a pris des formes et qui a abouti à découvrir ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Comme quoi c'est une formule gentille là, entre l'État libéral pur à la française et un État qui fait des concessions à ces communautés culturelles, qui négocie. C'est exactement, on est en plein débat du Liban actuellement. C'est-à-dire, tu veux bâtir un État de droit pour de bon, et comment le faire dans une société qui, on l'a démontré avant, on va en parler tout de suite, après, dans la capsule qui suit, c'est que si quelqu'un te dit c'est beau ton état de droit, mais moi je suis chiite, l'autre te dit moi je suis maronite, etc. Comment composer avec ça? Est-ce qu'on est vraiment, le Liban est vraiment à l'image de tel qu'il se présente, par exemple, comme quoi il est différent des pays arabes parce qu'il est une démocratie à part, ou bien comme Israël se présente. On nous a toujours fait avaler en Occident qu'Israël c'est la seule démocratie de la région. Il s'est avéré que c'est l'extrême droite juif qui veut un État juif et qui ne supporte pas à son côté non seulement un Palestinien mais un Arabe. Ça n'existe pas dans sa Bible. Et c'est ce que va nous rapprocher ce débat nord-américain et confronté au modèle français d'état de droit. Ce n'était qu'une introduction très condensée, une introduction théorique pour aborder le débat actuel ou l'impasse actuelle dans laquelle se trouve actuellement Nawaf Salam à former un gouvernement entre ces modèles qui sont débattus. Merci.